Morning, merci d'être au rendez-vous ce matin. On démarre par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. C'est la revue de presse du Moyen-Orient. Cyril Amar, le grand titre ce matin encore dans les journaux israéliens, c'est la visite américaine de Binyamin Netanyahou et ce discours très remarqué devant le lobby AIPAC. Oui, ils étaient venus, ils étaient tous là. Barbara, pas moins de 14 000 personnes se sont bousculées hier pour assister à la grand-messe, la conférence annuelle de l'AIPAC, le principal lobby pro-israélien aux États-Unis, une conférence durant laquelle Netanyahou a prononcé un discours très attendu. Netanyahou accueilli, vous le voyez, en vedette pour le quotidien à grand tirage. Yediot Ahronot, ce bain de foule arrive à point nommé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a reçu une douche froide, Netanyahou, à la Maison-Blanche. C'était lors de sa rencontre avec Barack Obama. Pour le journal pro-gouvernemental Israël Hayom, ce fut un sans faute évidemment. Acclamé debout, Netanyahou a de nouveau appelé à boycotter ceux qui boycottent Israël. Netanyahou qui s'est également dit prêt à faire une paix historique avec les Palestiniens et qui a mis en garde contre les missiles iraniens qui le jour venu, a-t-il dit, pourraient également viser l'Amérique. Mais pour le quotidien libéral Haaretz, ou tout du moins son correspondant à Washington, le discours de Netanyahou devant l'AIPAC, c'était plutôt un discours de mauvais goût, une allocation truffée de lieux communs, de mauvais jeux de mots dont ne s'émeuvent plus les Américains. Voilà pour le Haaretz. Voilà, on en reparlera dans un instant avec notre invité Avi Pazner de ce discours devant l'AIPAC, direction pour l'heure l'Égypte, où après les frères musulmans, c'est au tour du Hamas d'être interdit dans le pays. Ah oui, le coup près est tombé, nous dit ce matin le Al-Ahram, le quotidien égyptien. Selon le journal, aux 3 pyramides, les juges du tribunal du Caire pour les affaires urgentes ont décidé de proscrire toute activité et toute présence du Hamas en Égypte. Le mouvement islamiste qui, vous le savez, est soupçonné de s'allier avec les frères musulmans pour commettre des attentats sur le sol égyptien. Une décision qui fait évidemment la une des quotidiens ce matin sur les étalages des kiosques de la bande de Gaza. Comme cette une du Palestine, le gouvernement gazaoui dénonce une décision politique par excellence, nous dit ce matin le journal pro-Hamas, une décision dangereuse qui vise à étrangler la résistance et qui sert l'occupation israélienne. Une accusation, vous le voyez, qui est partagée ce matin par le dessinateur de presse du journal. Les militaires égyptiens sont-ils à la solde de l'ennemi sioniste ? À vos ordres, monsieur, s'exclame ce général qu'on devine à peine à incarner le général Sissi devant Netanyahou qui est à la bande de Gaza en travers de la gorge. Voilà pour le caricaturiste du Palestine. Et puis consulté par le journal de centre-droite Maariv, l'orientaliste israélien Mordechai Kedar affirme ce matin que le général Al-Sisi recherche un bouc émissaire. Oui, il existe bien un lien idéologique entre les frères musulmans d'Égypte et le Hamas, nous explique l'universitaire, mais rien de plus. Alors comment expliquer cette décision du pouvoir en Égypte ? Eh bien pour Kedar, le pouvoir intérimaire a tout simplement besoin d'un ennemi extérieur pour justifier le peu de succès qu'il a dans la gestion des affaires de l'État, une économie exsangue, des touristes qui boudent le Nil, un terrorisme florissant dans le Sinaï et des Américains toujours en colère. Voilà pour l'Égypte. Et puis à noter qu'on célébrera ce samedi la journée internationale de la femme, comme chaque année, le 8 mars. L'occasion comme pour vous les... le méritez, Barbara. Voilà, exactement. On le mérite tout, pour la presse israélienne de faire le point sur son statut en Israël. Et oui, il n'est pas fameux, ce statut des femmes en Israël. La route vers l'égalité des sexes est encore longue. C'est en tout cas ce que font apparaître des chiffres du Bureau israélien des statistiques sur la parité dont se font le relais ce matin les journaux israéliens. Le Maariv, qui, vous allez le voir, nous gratifie de cette belle infographie. Et il nous explique par exemple que les femmes israéliennes sont plus instruites que les hommes israéliens, mais qu'elles gagnent moins. 1 450 € mensuels en moyenne pour un peu plus de 14 ans d'études, alors que les hommes, eux, perçoivent en moyenne 2 200 € pour un peu moins de 14 ans d'études. Un autre rapport, publié celui-là par le contrôleur de l'État, épingle lui aussi les disparités, mais cette fois-ci dans la fonction publique. Si les femmes y sont majoritaires, elles sont quasiment inexistantes au poste clé, nous dit le contrôleur de l'État en Israël. Dans leur ascension vers le sommet, les femmes sont tout simplement freinées, écrit le Yediot Ahronot. Pas une seule femme en haut de la hiérarchie policière par exemple, et une seule au sein de la Compagnie nationale d'électricité. Dans les universités, les hôpitaux, la situation est guère réjouissante, nous dit le Yediot Ahronot. Bref, le plafond de verre n'est pas prêt d'être percé en Israël. Pour les femmes israéliennes en 2014, c'est plutôt un parterre debout, écrit ce matin la parlementaire de gauche, connue pour son féminisme, Tamar Zandberg, dans les colonnes du Maariv. En Israël, la grande majorité des pauvres, nous dit-elle, ce sont des femmes. Discriminer les femmes le sont, certainement,
sexuellement, mais pas lorsqu'il s'agit de leur beauté. C'est pas monsieur l'ambassadeur qui me contredira. Et c'est celle de Mor Maman qui a été consacrée hier, puisque cette jeune Israélienne de 18 ans, originaire de la ville de Beersheva, a été couronnée hier Miss Israël pour l'année 2014. Voilà. Félicitations à cette jeune fille. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve tout à l'heure. Et nous sommes le mercredi 5 mars. Voici les grands titres de l'actualité. Le Premier ministre israélien poursuit sa visite américaine. Il est arrivé tôt ce matin en Californie où il doit rencontrer de nombreux patrons de start-up pour les convaincre de collaborer avec Israël. Hier soir, il a donc quitté Washington après un discours, on l'a dit, remarqué devant le lobby pro-israélien AIPAC où il s'est dit prêt à une paix historique avec les Palestiniens. En Ukraine, la tension reste vive ce matin, mais dans les coulisses, la diplomatie n'a pas dit son dernier mot. Barack Obama annonce qu'il ne participera pas au sommet du G8 prévu à Sotchi en juin si Moscou ne fait pas machine arrière, mais tout en augmentant la pression. Les États-Unis veulent offrir à Vladimir Poutine une sortie de crise. Il s'agirait pour la Russie de maintenir 11 000 soldats en Crimée. Ils seraient encadrés par des observateurs internationaux. Et puis à noter que l'emblématique président du Venezuela, Hugo Chavez, est décédé il y a tout juste un an et de nombreuses cérémonies sont prévues dans le pays aujourd'hui. Alors que la situation reste extrêmement tendue, les contestations sociales se poursuivent et remettent en cause, vous le savez, l'autorité de l'actuel président Nicolas Maduro. Enfin, le dîner annuel du CRIF a eu lieu hier soir. Les institutions juives de France ont exprimé leur inquiétude face à l'antisémitisme. François Hollande, qui était présent, a reconnu que la communauté juive de France a de nombreuses raisons d'être inquiète. Les représentants du CRIF ont demandé au chef de l'État de faire de la lutte contre l'antisémitisme une cause nationale. Et on en vient à ce fameux discours de Binyamin Netanyahou devant l'AIPAC hier soir. Comme chaque année, le Premier ministre israélien a été acclamé, applaudi par le lobby pro-israélien. Bonjour Avi Pazner. Bonjour Barbara. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes diplomate israélien, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie notamment. Alors Binyamin Netanyahou a été accueilli en superstar à l'AIPAC. Il en avait bien besoin. C'est un superstar. C'est-à-dire quand il parle, pas partout, mais quand Netanyahou parle, c'est un superstar. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse parler comme ça aujourd'hui. Donc, pour parler, il parle bien. Et il est accueilli comme un héros. Parce que justement, sa visite se présentait dans un jour difficile. Parce qu'un jour avant son arrivée, Barack Obama avait donné une interview à Bloomberg où il disait des tas de choses sur Netanyahou, sur Israël, qui n'étaient pas très plaisantes. Alors, je crois que Barack Obama a eu un contretemps, là, parce que quand il a donné son interview, c'était avant les événements de l'Ukraine. Et tout à coup, Poutine est arrivé en Crimée. Et Israël et les Palestiniens ont été relégués au deuxième plan. Et il fallait accueillir Netanyahou bien pour ne pas ouvrir un nouveau front maintenant. Donc Netanyahou, pas seulement superstar, mais il a eu de la chance. Okay, il a eu de la chance d'arriver, tout simplement. D'arriver au bon moment. Je dis pas sauver, d'arriver au bon moment à Washington, parce que vraiment, je crois qu'il ne méritait pas Netanyahou les critiques de Barack Obama. Non, il ne les méritait pas. Faire plus de choses pour avancer le processus de paix, il ne le mérite pas, c'est une évidence, c'est une réalité. Je vais vous dire une chose. D'après ce que l'on dit, le cadre des négociations qui va être présenté, c'est-à-dire le projet cadre qui va être présenté par les Américains, se base sur les lignes de 67, avec échange de territoire, ok? Et je vois que Netanyahou est en train de discuter avec Kerry sur cette base-là. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir arriver à un accord, mais le fait même que Netanyahou discute sur cette base. L'accord cadre, Obama l'a pressé de l'accepter. Est-ce que Binyamin Netanyahou n'a pas le choix? Il sera obligé de l'accepter. C'est ce qu'il lui a dit à la Maison-Blanche. Il a toujours le choix d'accepter et puis de donner des maîtres des réserves. Voilà, exactement. Merci Cyril. De mettre des réserves, comme Sharon l'a fait avec Bush, quand il a accepté le plan de route, et il a mis 14 réserves, Sharon, ok? Alors, Netanyahou, au moins, on peut mettre 14, sinon plus, mais accepter la base. Et je le répète maintenant, sérieusement, pour Netanyahou, c'est un grand pas en avant, si vraiment il accepte une base. Alors, je vous propose, Avi Pazner, qu'on écoute Avi Pazner hier soir à l'AIPAC au sujet de ces négociations de paix.
Mesdames et messieurs, la paix est la plus haute aspiration d'Israël. Je suis prêt à faire une paix historique avec nos voisins palestiniens. Une paix qui terminera un siècle de conflits et de bains de sang. Mais il est temps que les Palestiniens cessent de nier l'histoire. Comme Israël est prêt à reconnaître l'État palestinien, les Palestiniens doivent être prêts à reconnaître un État juif. Mesdames et messieurs, mes amis, n'oubliez jamais, l'Amérique et Israël sont ensemble pour toujours. Nous sommes ensemble du bon côté de la division de la moralité et de l'immorale. Nous sommes ensemble du même côté de l'histoire. Alors restez forts, restez unis, restons ensemble. Alors Benyamin Netanyahou se dit prêt à une paix historique, mais dans le même souffle, il exige des Palestiniens la reconnaissance d'Israël comme État juif. C'est une condition que les Palestiniens ne veulent pas accepter. Alors où est cette paix historique ? Quand ils l'accepteront, il y aura une paix historique, parce qu'ils seront, je crois, forcés de l'accepter. Pourquoi est-ce que Netanyahou s'entête à demander cette reconnaissance? Parce que reconnaissant qu'Israël est l'État juif, les Palestiniens mettent fin à leur conflit avec Israël. Ce qu'ils n'ont pas voulu faire en 2000, lorsque Ehud Barak et Arafat étaient à Camp David, avec Clinton, et Barak avait demandé à Arafat de signer la fin du conflit avec Israël. Il ne l'a pas fait. Maintenant, en d'autres mots, reconnaître la nature juive de l'État d'Israël pour les Palestiniens. On ne veut pas aller plus loin en concession que l'a fait Arafat, et on peut le comprendre au sein de la rue palestinienne. C'est un calcul politique. Je crois que Abou Mazen ferait une erreur de se comparer de ce point de vue-là avec Arafat, parce que c'est clair que si les négociations de Camp David en l'an 2000 ont échoué, c'est parce qu'Arafat, justement, ne voulait pas accepter cette notion de fin du conflit. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'était bien le président Clinton qui l'a dit après la fin de Camp David. Donc, si Abou Mazen est sérieux, et moi j'ai encore des doutes sur son, peut-être qu'il est sérieux, mais sur son pouvoir de faire les choses, il devra accepter la notion qu'Israël est l'État du peuple juif. Et Israël accepte quoi comme concession? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vraiment nous sommes prêts à négocier sur la base des lignes de 67 avec des changements territoriaux, c'est là une concession énorme de la part d'Israël. Un retrait des localités juives de Cisjordanie, Benyamin Netanyahou va l'accepter? Pas des localités juives. Je crois que dans tout accord, au moins 85%, sinon 90% des Juifs qui sont maintenant installés en Cisjordanie resteront là où ils sont. Alors où est la concession d'Israël, Avi Pazner? Je vous repose la question. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait même de nous retirer d'une grande partie de la Cisjordanie est une énorme concession, si vraiment nous arrivons à ce stade-là. C'est une concession énorme. Et c'est pour ça, je crois, que Benyamin Netanyahou parle d'accord historique. Parce que c'est vraiment un accord historique. Parce que pour nous, ces territoires ne sont pas simplement des territoires. Il y a toute une histoire, il y a toutes nos racines, il y a des aspects religieux, il y a des aspects historiques. Et si nous arrivons à un partage, et nous arrivons vraiment à créer deux États, un État palestinien et un État israélien, reconnu comme l'État du peuple juif, c'est là une grande concession de la part de Netanyahou pour Israël. À noter ces déclarations de Nabil Chat, membre du Fatah. Pour lui, ce discours de Netanyahou à l'EIPAC hier soir constitue une déclaration officielle et unilatérale de la fin des négociations. Oh, c'est ridicule. Nabil Chat, chaque jour, il a une déclaration. Pas seulement lui, c'est pas Nabil Chat personnellement. Tous les négociateurs palestiniens, chaque jour, depuis 3 mois, déclarent voilà la fin des négociations. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. C'est un jeu envers Washington, parce qu'ils ne veulent pas maintenant. Abou Mazen arrive à Washington dans 2 semaines. Il veut arriver en position de force. Donc, il construit un mur très dur, là, un mur très dur à franchir. Sujet de Washington, justement, jusqu'où l'administration Obama, dans sa situation actuelle, peut-elle et veut-elle aller pour obtenir des résultats de la part de Benyamin Netanyahou?
Bien, écoutez, je crois que pour le moment, elle a d'autres chats à fouetter, si je peux me permettre. Parce que c'est vrai que le conflit israélo-palestinien est important, certainement pour nous. Pour Washington aussi. Des fois, nous nous posons la question face au grand développement dans le monde, au grand conflit dans le monde, au grand danger dans le monde. Où est ce conflit israélo-palestinien? Et on l'a vu maintenant. C'est comme si vraiment l'histoire nous mettait en face d'une réalité. Juste au moment où Netanyahou arrive à Washington et tout le monde s'attendait à ce que tout le monde parle. J'ai lu la presse américaine, on parle à peine de la visite de Netanyahou à Washington. On parle de l'Ukraine, ok? Et quand on ne parlera pas de l'Ukraine, on parlera de la Chine ou de la Corée du Nord. Okay? Il y a de gros problèmes en Amérique avant le problème israélo-palestinien. Merci beaucoup Avi Pazner d'être passé nous voir. À suivre dans le Morning, il est une icône du sport mondial. Il a un parcours exceptionnel mais risque la prison à vie. On parle évidemment du procès d'Oscar Pistorius après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être de retour sur le plateau du Morning sur i24 News. On poursuit avec la visite américaine de Benjamin Netanyahou et ce discours très attendu hier devant le lobby pro-israélien l'AIPAC. On va retrouver notre envoyé spécial sur place, Maxime Pérez. Le premier volet de la visite de Benjamin Netanyahou aux États-Unis s'est donc achevé ce mardi à Washington. Une visite finalement sans accroc, sans passe d'armes et sans déclaration intempestive avec l'administration américaine alors qu'on évoquait des relations tendues ces dernières semaines. En tout cas, cette visite, et notamment ici à l'AIPAC, aura permis certainement de raffermir l'alliance israélo-américaine. Après ces entretiens à la Maison-Blanche, Benjamin Netanyahou a été ovationné ici en clôture de la conférence de l'AIPAC face à un public, il est vrai, acquis à sa cause. Et désormais, le Premier ministre israélien peut poursuivre son périple américain sereinement. Il a quitté Washington pour la côte ouest, dernière étape de son séjour sur le sol américain, avec un programme cette fois beaucoup plus léger qui attend le Premier ministre israélien à Los Angeles. D'abord avec des rencontres avec des acteurs stars d'Hollywood comme Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Bibi Netanyahou se rendra ensuite à San Francisco avec une visite attendue dans la Silicon Valley américaine, à Palo Alto notamment, où il aura l'occasion de faire la promotion des startups et du secteur des hautes technologies israéliennes. Voilà, Benjamin Netanyahou poursuit donc sa visite américaine avec un volet californien à partir de ce matin. Mais pour l'heure, on vous retrouve Boaz Bismuth pour l'édito du jour. Vous avez tenu, vous aussi, à commenter ce discours devant l'AIPAC. Oui, un petit peu, mais je peux commencer en disant que si on était maintenant pas sur I24, mais à la télévision japonaise, et les 3 B qui sont là, Betsabe, Barbara, Boaz, eh ben on aurait commencé par un grand harakiri, parce que le discours, très franchement, et j'aime bien notre gouvernement, est un peu du réchauffé. Alors on explique un petit peu. L'année dernière, j'étais au AIPAC, vous savez, où le lobby juif montre un petit peu sa force, le noyau fort de la communauté juive américaine. Eh bien, à AIPAC l'année dernière, j'étais, Benjamin Netanyahou n'y était pas, mais le plus important, c'est que lui y soit. Donc cette année, c'est lui qui est parti, évidemment. Puis bien sûr, il y avait ce discours entendu, et encore une fois, on a entendu, deux choses que l'on entend encore et encore et encore. Bien sûr, l'Iran est la plus grande menace, mais on peut dire que le Premier ministre est constant parce qu'il a toujours dit, une année déjà avant qu'il était Premier ministre en 1995 pour la première fois, que l'Iran était la plus grande menace sur Israël depuis 1948. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est exiger, bien sûr, à Abou Mazen, aux Palestiniens, de reconnaître qu'Israël est un État juif. Mais comme on ne peut pas venir chez les Juifs américains, chez les plus grands alliés, sans avoir quelque chose de nouveau, et bien la chose nouvelle, c'est quoi? C'est de boycotter les boycotteurs. Donc voilà, nous avons eu un nouveau message. Vous savez qu'Israël, et Obama lui-même, le président américain, qu'il a rencontré la veille, lui avait très bien expliqué que si on n'arrivait pas à une solution, un compromis, un résultat, cette fois-ci, avec les Palestiniens, et le temps est compté, eh bien Israël sera isolé. Alors on peut bien sûr être d'accord avec Jérusalem, le point de vue de Jérusalem, que avoir de tels propos quand on est la plus grande puissance du monde et le plus grand allié d'Israël, c'est un peu choquant parce que c'est un peu inviter un petit peu le boycott. Mais Netanyahou hier, dans un terrain conquis, avait voulu expliquer finalement que être aujourd'hui boycotter Israël, c'était égal à l'antisémitisme, et c'est pas tout à fait, il faut avouer, faux. Maintenant, il faut juste en parler, à dire une autre chose. Il faut savoir aussi que Netanyahou, comme le capitaine du navire qui est le bateau d'Israël, aujourd'hui navigue dans une mer pas très calme. Il faut savoir un petit
petit peu que le monde change, on est en pleine transformation. Vous savez, des empires tombent, on a vu ça très très bien. Je pense réellement qu'on vit une telle période actuellement. C'est un peu le déclin de l'Ouest, je ne suis pas le premier à le dire. Ça prendra du temps, c'est un processus qui est un peu long. Évidemment, l'Ouest aussi, nos plus grands amis sont en train de se transformer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le problème d'Ukraine, eh ben, on n'aimerait pas être à leur place aujourd'hui. Benjamin Netanyahou, face à ce monde qui change, devrait lui aussi changer sa rhétorique. C'est ce que vous dites, Boaz Smith, ce matin. Il faut être aussi honnête. Moi, je me rappelle, j'ai suivi bien sûr Netanyahou. Vous savez, on est plus très très jeune depuis en 88-89, lorsqu'il était vice-ministre des Affaires étrangères d'Israël. Et il avait un discours qui était ô combien différent de celui qu'il a aujourd'hui. Et bien sûr, le discours, on parle du discours de Bar-Ilan avec 2 États pour 2 nations. Donc c'est quelque chose de nouveau. Je pense que la seule question aujourd'hui, c'est pas la rhétorique ou le discours qui a changé, c'est est-ce que réellement veut-il le mettre en œuvre, peut-il le mettre en œuvre. Alors pour veut-il, je pense que réellement lui aussi, il a très bien compris et il le veut. Le peut-il? Alors on se souvient très bien d'Ariel Sharon, l'ancien Premier ministre, qu'afin de réaliser, je ne dirais pas son idéologie, mais son nouveau programme, sa transformation politique, voire idéologique, eh bien, il a dû créer un nouveau parti. Est-ce que Netanyahou aujourd'hui est capable ou a plutôt la volonté de le faire? Grande question d'interrogation. Alors, on note aussi que pendant ce discours, il a à peine cité le nom de Barack Obama. Il a beaucoup fait d'éloges sur John Kerry, mais sur Obama, presque rien. Disons-le franchement, Boaz, les 2 hommes ne s'aiment pas, ne s'entendent pas. D'abord, il faut se dire une chose. D'abord, John Kerry mérite ses éloges, même si certains en Israël pensent qu'il est un peu trop têtu. Je pense qu'il est venu depuis le mois de mars 13, 14, on a arrêté de compter par ailleurs le nombre de fois qu'il est venu nous voir. Maintenant, concernant le président américain, alors il faut savoir une chose, et ça c'est clair, si aujourd'hui Netanyahou était candidat aux élections américaines, il serait un républicain. Obama, qu'on le veuille ou pas, est un président qui est très politique et c'est un président qui est très démocrate et c'est un président qui n'aime pas beaucoup l'idéologie républicaine. Donc déjà dans le fond, ils sont 2 personnes très différentes avec des personnalités très 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 différentes, une vision du monde très différente. Obama qui voit la fin des conflits et Netanyahou qui voit les conflits éternels. Donc vous voyez un petit peu ces 2 personnes lorsqu'ils se voient, c'est pas tout à fait la même musique qu'ils vont nous faire entendre. Maintenant il faut savoir une autre chose, c'est que nous parlons ici de relations internationales et de 2 leaders de 2 États qui doivent travailler ensemble. Donc ils vont pas aller au cinéma ensemble, ils vont pas aller voir Ben Hur, je les vois pas 4 heures voir un film côte à côte, mais de temps en temps ils doivent se voir, ils doivent négocier, ils doivent parler. Alors en France j'aime bien cette formule que vous avez, le fond et la forme. Alors la forme justement était très agréable, je pense qu'Obama a compris que sans Netanyahou il ne va pas obtenir de résultats, donc il y avait des sourires, il y avait certains même en touché un petit peu légèrement l'autre, mais si vous voulez un petit peu sur le fond, il y a bien sûr beaucoup de malentendus et je dirais encore une rencontre où les 2 n'étaient pas tout à fait d'accord. Alors un dernier mot sur l'AIPAC, ce lobby hyper puissant aux États-Unis, c'est le 2e lobby aux États-Unis après celui des armes. On dit qu'il a pris une tournure trop agressive, trop à droite, trop intrusive dans la politique américaine au nom d'Israël. Est-ce que c'est vrai ? AIPAC a un grand problème et lui aussi il doit se transformer puisqu'on parle d'une société occidentale qui se transforme, une Amérique qui se transforme et donc AIPAC aussi doit s'adapter à cette nouvelle Amérique, à cette nouvelle société américaine. Alors c'est vrai que les lobbies aux États-Unis sont très très forts, mais il faut savoir aussi quelque chose qui me fait penser, qui me fait réfléchir qu'ils vont pouvoir le faire, ils vont le faire assez facilement. Par ailleurs, ils l'ont même fait sur le boycott les sanctions contre l'Iran. On a très bien vu comment ils se sont placés finalement dans la voie de la Maison-Blanche et pas des sénateurs américains. Alors là, je vais dire une chose, n'oublions pas quand même que la grosse majorité, plus de 70% des Juifs américains votent démocrate. Donc cette transformation qu'ils vont faire va être assez facile. Comment réussir à satisfaire leur loyauté tout à fait logique envers les États-Unis et leur loyauté envers Israël. Et si vous me pouvez un petit clin d'œil comme on est le matin et on revient à la télévision japonaise, il faut seulement qu'ils décident qui est la femme, qui est la maîtresse, Israël et les États-Unis. Merci beaucoup Boaz, restez avec nous. Nous sommes le mercredi 5 mars, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres de l'actualité. Le Premier ministre israélien poursuit sa visite américaine. Il est arrivé ce matin en Californie où il a rencontré de nombreux patrons de start-up pour les convaincre de collaborer avec Israël. Hier soir, il a donc quitté Washington après un discours attendu devant le lobby pro-israélien AIPAC où il s'est dit prêt à une paix historique avec les Palestiniens. En Ukraine, la tension reste vive ce matin, mais dans les coulisses, la diplomatie n'a pas dit son dernier mot. Barack Obama annonce qu'il ne participera pas au sommet du G8 prévu à Sochi en juin si Moscou ne fait pas machine arrière. Mais tout en augmentant la pression, les États-Unis veulent offrir à Vladimir Poutine une sortie de crise. Il s'agirait pour la Russie de maintenir 11 000 soldats en Crimée. Ils seraient encadrés par des observateurs internationaux.
L'emblématique président du Venezuela, Hugo Chavez, est décédé il y a tout juste un an. De nombreuses cérémonies sont prévues pour l'occasion dans le pays aujourd'hui, alors que la situation reste extrêmement tendue. Je vous rappelle que les contestations sociales se poursuivent en remettant en cause l'autorité de l'actuel président, Nicolas Maduro. Enfin, notez que le dîner annuel du CRIF a eu lieu hier soir à Paris. Les institutions juives de France ont exprimé leur inquiétude face à l'antisémitisme. François Hollande, qui était présent, a reconnu que la communauté juive de France a de nombreuses raisons d'être inquiète. Les représentants du CRIF ont demandé au chef de l'État de faire de la lutte contre l'antisémitisme une cause nationale. Voilà, et on parle à présent de cette icône du sport mondial. Il a un parcours exceptionnel, mais risque la prison à vie pour le meurtre de sa petite amie. Le procès de l'athlète paralympique Oscar Pistorius a repris hier et on en parle avec vous, Betsabé. Oui, bonjour Barbara. Alors, le drame s'est passé le 14 février 2013. C'était aux premières heures du matin. Oscar Pistorius est accusé d'avoir intentionnellement abattu sa compagne de l'époque, le mannequin Riva Steenkamp. Elle était alors âgée de 29 ans. Voici un petit backup pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. Oscar Pistorius est accusé d'avoir tué sa petite amie, Riva Steenkamp, lors de la Saint-Valentin il y a un an. Le champion d'athlétisme, double amputé, assure qu'il s'agit d'une méprise et qu'il a tiré à travers la porte des toilettes, croyant qu'un cambrioleur s'était introduit chez lui la nuit. Mais le parquet est persuadé qu'Oscar Pistorius, grand amateur d'armes à feu, est décrit par les médias comme paranoïaque, a prémédité le meurtre de sa petite amie. Des voisins affirment en effet avoir entendu des cris de femmes juste avant les coups. Il est extrêmement rare qu'une personne puisse décider de tirer sur quelqu'un à travers une porte close, sans même connaître la nature ni le degré de la menace, simplement pour se défendre. En l'absence de témoins, les experts balistiques, médicaux et scientifiques jouent un rôle clé, tout comme les déclarations de Pistorius à la barre. Tout va dépendre de sa capacité à donner une version des faits qui semble raisonnable et même véridique, dans le cadre de ce qui a déjà été prouvé par le parquet. Le procès est censé durer 3 semaines et probablement plus longtemps car plusieurs équipes d'avocats seront impliquées. Si la juge retient la thèse de l'accident, Pistorius pourrait s'en sortir avec une peine de prison avec sursis. Mais s'il est déclaré coupable de meurtre, il risque 25 ans derrière les barreaux. Alors c'est un gros procès, il va durer 3 semaines jusqu'au 20 mars. Voilà. Alors quelle est la version Pistorius sur ces événements ? Alors l'athlète soutient la thèse de la méprise tragique et plaide de non coupable. Donc voici quelques lignes de sa déposition sur l'honneur faite une semaine après le meurtre. J'ai entendu un bruit dans les toilettes, j'ai senti une terreur m'envahir. J'ai cru que quelqu'un était entré dans ma maison. J'ai pris mon pistolet 9 mm sous mon lit. Alors ces mots résument la défense de Pistorius. Quand il est réveillé à 3 h du matin sans ses prothèses, eh bien il sent un sentiment de vulnérabilité extrême qui l'envahit. Il est alors persuadé qu'un ou plusieurs intrus sont entrés chez lui par la fenêtre des toilettes, d'autant qu'il aurait déjà été menacé de mort avant cet incident. Il tire plusieurs fois sur la porte des toilettes et crie à Reva d'appeler la police. Il revient alors vers son lit et là, avec horreur, il s'aperçoit que Reva n'y est pas. Il en déduit que ça pourrait être elle qui est dans les toilettes. Il défonce la porte des toilettes à coups de batte de cricket et là, qu'est-ce qu'il découvre ? Eh bien, sa petite amie agonisante. Il appelle les secours. Alors, si la thèse du cambrioleur et la légitime défense convainc les juges, il pourra repartir libre avec une amende pour homicide involontaire. Alors, le procès a repris hier. Quels ont été les développements au tribunal ? Alors, on a entendu les premiers témoins. Lundi et hier, l'avocat du champion Barry Roux s'est attaqué hier aux témoins clés de l'accusation, des voisins qui, s'ils n'ont rien vu, eh bien, ont quand même été réveillés apparemment par une dispute et des hurlements de femmes cette fameuse nuit. On écoute Charles Johnson, c'est un voisin d'Oscar Pistorius. On l'écoute. On l'a pas, mais il nous dit quoi ? On l'a pas. Alors lui, il nous dit qu'il a entendu une voix de sexe féminin crier. Quelques moments après, il a entendu un homme crier 2 ou 3 fois. Il dit qu'il n'est pas exactement sûr, mais en tout cas, ce sont des cris. Alors c'est pas le seul à avoir témoigné. On a entendu aussi Michelle Burger, qui est une maître de conférence à l'université de Pretoria. On l'a entendu 2 fois, lundi et mardi. Hier, c'était pendant 4 heures. Elle a craqué d'ailleurs. Elle a fondu en larmes. C'était son 2e jour à la barre. Elle était épuisée
L'interrogatoire était agressif et humiliant. Et selon cette femme, elle dit « Quand je suis sous la douche, je revis ces cris ». Elle parle de hurlements de femmes absolument pétrifiants la nuit du drame, des cris qui auraient été suivis de 4 coups de feu. Alors le leitmotiv de la défense, c'est l'impossibilité ou presque d'entendre des cris. Alors est-ce qu'on peut écouter l'avocat de Pistorius ? On ne l'a pas non plus. On ne l'a pas non plus. Alors lui, il dit c'est impossible d'entendre des cris, qu'ils ont fait des essais, on n'entend pas de cris de là où ils sont. Voilà, une affaire complexe. Un élément peut-être à prendre en compte également, Betsabé, c'est le fait que l'athlète était au sommet de sa gloire au moment des faits. Effectivement, alors l'athlète était au sommet de sa gloire. On sait que c'est un athlète qui il a obtenu de participer aux Jeux Olympiques avec des valides. C'était au championnat du monde de 2011 et c'est vraiment un symbole gigantesque, d'autant qu'il a décroché une médaille d'argent. Ça, c'était en relais. L'athlète devient un mythe. Alors les sponsors montrent des images d'un petit garçon qui est né sans péroné. Là, c'est une image de lui quand il était petit. Et puis, on a une photo, une publicité de la marque Nike qui a récupéré l'artiste. Et alors, cette photo, elle a pas mal fait de bruit puisqu'elle y dit « I am the bullet in the chamber ». Je suis une balle qui est prête à tirer. Voilà. C'est un mythe, vous l'avez dit, cet athlète, mais c'est aussi une famille extrêmement riche derrière lui. Est-ce que ça joue dans cette affaire ? Effectivement. Alors, il a un oncle qui est très, très riche, qui s'appelle Arnold. C'est l'oncle paternel et c'est le mentor d'Oscar et c'est lui qui s'occupe de la stratégie de communication. Et cette stratégie de communication, en fait, c'est un mur qui s'oppose aux interviews. Par exemple, il y a beaucoup de journalistes qui obtiennent finalement des interviews avec des amis, des vieux amis d'Oscar. Et bien finalement, la veille en général, annulation. Donc un mur, un procès qui fait aussi beaucoup de bruit en Afrique du Sud, puisque ça relance le débat sur la violence faite aux femmes. Il y a 1 millier de femmes chaque année en Afrique du Sud qui meurent dans des disputes conjugales. C'est un vrai fléau dans le pays. Merci beaucoup Betsabé d'être venue nous en parler. À suivre dans le Morning, les chrétiens d'Orient sont persécutés depuis la montée de l'islamisme dans la région, vous le savez. Et en Syrie, c'est un véritable drame qui est en train de se jouer pour cette minorité. Certains d'entre eux sont réduits au rang d'esclaves par les djihadistes. On y revient après un nouveau journal. Merci beaucoup Boaz Bismuth, merci Betsabé, restez avec nous. On se retrouve après un nouveau journal. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce matin. Et on poursuit avec la situation en Ukraine où la tension ne faiblit pas. Pour la première fois, Vladimir Poutine s'est exprimé sur la question. Il parle d'un usage de la force en dernier recours, mais qualifie la destitution de Yanukovych de coup d'État. Alors, reste à savoir comment vont réagir les Occidentaux et les Américains en tête. John Kerry est à Kiev en ce moment. Rappel des faits en images. Un face-à-face des plus tendus. Des forces armées russes ne portant aucun insigne encerclent la base aérienne ukrainienne de Belbek, près de Sébastopol en Crimée. Ils ont tiré des coups de semonce ce mardi sur des militaires ukrainiens qui tentaient de s'approcher. Les tensions entre la Russie et les Ukrainiens continuent de se faire sentir après que l'Ukraine ait accusé Moscou d'augmenter sa présence militaire dans la région. Une accusation que le président russe Vladimir Poutine nie formellement. Il a tout de même ajouté que la Russie se réserve le droit d'utiliser toutes les options en Ukraine. Si l'on prend cette décision de déployer nos troupes, ce sera seulement pour protéger les citoyens ukrainiens. Il ne peut y avoir qu'une seule appréciation de ce qu'il s'est passé à Kiev et en Ukraine en général. Il s'agit d'un coup d'État anticonstitutionnel, d'une prise de pouvoir par les armes. Du côté occidental, le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé à Kiev mardi après-midi en signe de soutien au nouveau régime ukrainien. Il a également annoncé que les États-Unis seraient prêts à accorder une aide financière d'1 milliard de dollars au pays dans le cadre d'un prêt international. À quelques heures de l'arrivée de Kerry en Ukraine, le président américain Barack Obama avait accentué sa pression sur la Russie et avait rompu toute coopération militaire avec le pays. Il a également déclaré que des mesures économiques et diplomatiques seront prises pour isoler la Russie.
La Russie ne peut rester impunie lorsqu'elle envoie ses soldats et viole les principes basiques reconnus à travers le monde. Je pense que les messages de condamnation entendus montrent à quel point la Russie est du mauvais côté de l'histoire. Les Russes ne se laissent néanmoins pas impressionner. Poutine a affirmé que son pays réduira à zéro sa dépendance économique vis-à-vis des États-Unis en cas de sanctions. Les nouveaux dirigeants ukrainiens rencontreront ceux de l'Union européenne jeudi à Bruxelles dans le but de faire avancer leur éventuelle future intégration dans l'Union. Voilà, et toujours au sujet de cette crise ukrainienne, je vous propose à présent d'écouter l'ancien président ukrainien. Il s'appelle Viktor Yushchenko, vous vous en souvenez. Il a accordé une interview exclusive à i24 News. Écoutez. La politique étrangère russe a toujours eu pour priorité la question ukrainienne. Poutine bâtit aujourd'hui son nouveau royaume, le nouvel empire russe. Et sans l'Ukraine, ce plan ne pourrait pas aboutir. Le fond du problème aujourd'hui, c'est que soit le plan russe pour une nouvelle URSS se réalise, soit nous défendons l'indépendance de l'Ukraine et nous lutterons contre le plan néo-impérialiste russe. Donc je dirais que ce combat n'est pas uniquement celui des Ukrainiens contre la direction politique de la Russie. C'est en réalité le combat de l'Europe et de l'Asie. Si nous parlons de l'existence de l'Ukraine, il n'y a qu'une seule voie. C'est la voie européenne. La voie de Moscou est celle du colonialisme, ce qui transformerait l'Ukraine en une banlieue de Moscou. Je pense que Poutine s'attendait à être accueilli dans l'est de l'Ukraine comme Hitler avait été accueilli avec des fleurs. Mais personne ne l'a accueilli avec des fleurs, ni en Crimée, ni à Donetsk, ni à Kharkov. Le plan de Poutine, c'est de faire une Ossétie du Sud 2, une Abkhazie 2, une Transnistrie 2. L'instabilité a toujours régné là où se trouvait la Russie. Dans cette région du Caucase qui s'étend de la Transnistrie à l'Abkhazie, en passant par l'Ossétie. Poutine tient absolument à entraîner la Crimée dans le conflit. C'est son rêve. Il rêve de vaincre l'Ukraine. Mais je le dis avec certitude. Poutine n'arrivera pas à défaire l'Ukraine. Poutine ne vaincra pas l'Ukraine. Nous pouvons perdre une bataille locale, mais nous ne perdrons pas la guerre. La nation ukrainienne a lutté 350 ans pour son indépendance. Aujourd'hui, l'écrasante majorité du peuple ukrainien considère son pays comme souverain, indivisible et indépendant. Et nous retrouvons sur place depuis Kiev Natalia Tchermalik. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure d'université et fervente opposante au président déchu Yanukovych. Alors sur place, Natalia, est-ce qu'on a le sentiment d'être à la veille d'une guerre ou est-ce que ce matin, on voit une sortie de crise diplomatique grâce à l'intervention américaine ? Écoutez, ici à Kiev, c'est vrai qu'il est assez difficile de se réveiller tous les matins et de regarder tout de suite les informations pour voir s'il y a une opération militaire en Crimée chez les députés ou pas. Mais toutefois, nous espérons quand même une sortie diplomatique de la crise. Nous pensions tous que si Poutine comptait faire ce pas et résoudre cette question par la violence, peut-être qu'il n'aurait pas attendu si longtemps. Nous pensons aujourd'hui, en tout cas,
qu'il en est aujourd'hui, mercredi 5 mars, qu'une sortie diplomatique est possible. Alors vous attendez quoi concrètement de la part des Américains? John Kerry, on le rappelle, est à Kiev en ce moment. C'est difficile à dire parce que aujourd'hui, nous savons, je pense, aussi bien en Israël qu'en Ukraine, que les forces militaires ukrainiennes sont d'abord en état assez difficile après plusieurs années de gouvernance de Yanukovych. Puis deuxièmement, d'un point de vue de poids militaire, la Russie dépasse l'Ukraine de 3 à 5 fois selon les catégories. Donc nous espérons en tout cas que la pression économique va être mise sur la Russie, aussi bien qu'une démonstration de soutien militaire, ce qui en ce moment est en train de se faire au large de la mer Noire. Alors Vladimir Poutine, Natalia, s'est exprimé pour la première fois hier après-midi sur la question. Il parle de coup d'État inconstitutionnel pour qualifier la destitution de Yanukovych. Vous étiez dans les rues pour protester contre Yanukovych pendant de nombreuses semaines. Est-ce qu'il dit vrai, Poutine? Est-ce que ça a été un coup d'État par la force? Écoutez, les réactions de rue et aussi de mes collègues sur le speech d'hier de Poutine sont assez unanimes. On dit entre nous que probablement la maladie un peu schizophrène de Yanukovych est probablement contagieuse. Donc Poutine a peut-être été contaminé par cela, parce que tout ce qui a été dit hier par Poutine n'a que très peu de connexion avec la réalité, et on se demande comment il a pu oser de dire ça devant la communauté internationale qui, elle, doit être au courant de ce qui se passe, car les médias sont libres en Europe, aux États-Unis et ailleurs, et alors qu'en Russie ils ne sont pas. Donc on avait l'impression que Vladimir Poutine s'adressait plutôt aux Russes et aux journalistes russes et suivait la propagande qui est à l'œuvre dans la Fédération russe, alors que le monde entier voit bien la vérité et Poutine doit aussi la connaître. Merci beaucoup Natalia Tchermalik d'avoir été en direct avec nous ce matin depuis Kiev. Nous sommes le mercredi 5 mars, voici les grands titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre israélien poursuit sa visite américaine. Il est arrivé tôt ce matin en Californie où il a rencontré de nombreux patrons de start-up pour les convaincre de collaborer avec Israël. Hier soir, il a donc quitté Washington après un discours très attendu devant le lobby pro-israélien AIPAC où il s'est dit prêt à une paix historique avec les Palestiniens. En Ukraine, on vient de l'évoquer, la tension reste vive ce matin, mais dans les coulisses, la diplomatie n'a pas dit son dernier mot. Barack Obama annonce qu'il ne participera pas au sommet du G8 prévu à Sotchi en juin. Si Moscou ne fait pas machine arrière, mais tout en augmentant la pression, les États-Unis veulent offrir à Vladimir Poutine une sortie de crise. Il s'agirait pour la Russie de maintenir 11 000 soldats en Crimée. Ils seraient encadrés par des observateurs internationaux. Enfin, notez que l'emblématique président du Venezuela, Hugo Chavez, est décédé il y a un an, jour pour jour. De nombreuses cérémonies sont prévues dans le pays aujourd'hui, alors que la situation reste extrêmement tendue. Les contestations sociales se poursuivent et remettent en cause l'autorité de l'actuel président Nicolás Maduro. Et on revient au Moyen-Orient pour parler des chrétiens d'Orient qui sont persécutés depuis plusieurs années dans la région. Vous le savez, depuis la montée de l'islamisme. Et en Syrie, c'est un véritable drame qui se joue contre cette communauté chrétienne. Cyril Amar. Oui, bonjour Barbara, rebonjour à tous. Jadis, Barbara, vous savez, dans la ville paisible d'Al-Raqqa, c'était au nord-est de la Syrie, eh bien, c'est dans cette ville qu'avait élu domicile Haroun Rachid. Haroun Rachid, c'était le 5e calife abbasside de l'islam. C'était au temps de l'âge d'or de l'islam de la poésie, l'islam des sciences, l'islam des lumières, bref, l'islam modéré de l'école hanafite. Et puis, la ville a connu des hauts et des bas, elle a connu la prospérité, elle a connu le déclin. Mais la semaine dernière, Barbara, la ville a replongé soudainement en plein Moyen-Âge quand elle est tombée aux mains des djihadistes du groupe Daesh. Vous savez, c'est le groupe de l'État islamique de l'Irak et du Levant, un groupe qui prétend être affilié
à la nébuleuse Al-Qaïda. Alors en Syrie, Daesh ne cache pas ses ambitions, son projet est très clair, établir au Moyen-Orient un grand califat régi par la charia, la loi islamique. Alors à peine établi dans la ville que vous voyez sur ces images, eh bien les islamistes sont passés à l'acte, il ne leur a pas pris beaucoup de temps, ils ont coupé la main d'un voleur, ils ont posté les images sur Twitter, des images très dures d'ailleurs, qu'on voit certaines de ces images parce qu'il y a une autre image qui a été censurée d'ailleurs par le réseau social dans laquelle on voit carrément la main tranchée du voleur, voilà, donc sur des pratiques moyenâgeuses en utilisant un réseau social de microblogging qui lui, rappelons-le, n'existait pas quand même au Moyen-Âge. Donc voilà, les djihadistes sont immédiatement passés là, quelques jours à peine après avoir pris le contrôle de la ville de Raqqa. Alors cette population est la première à se faire persécuter comme ça par les djihadistes en Syrie ? C'est la population civile qui en est effectivement la première victime, mais les fondamentalistes ne sont pas arrêtés en si bon chemin, vous allez le voir, puisqu'ils viennent d'imposer aux chrétiens, vous l'avez dit, aux chrétiens de la ville, un accord de dimitude. Alors c'est quoi la dimitude ? La dima, pour rappel, c'est ce principe de la charia qui était appliqué au premier temps de l'islam et qui était censé garantir la protection des gens du livre, les Ahl al-Kitab, et qui était assujetti à un statut juridique inférieur à celui qui était accordé aux musulmans en échange du respect de règles discriminatoires et du paiement d'un impôt qu'on appelait la jizya. Alors dans le texte qu'on va voir tout de suite à l'écran, qui est daté du 22 février et qui a été publié par des forums djihadistes, l'organisation dévoile le contenu d'un pacte imposé par son émir Abu Bakr al-Baghdadi aux habitants chrétiens. Alors voilà, ces derniers, donc les chrétiens, sont devenus du jour au lendemain des dhimmis et ils seront protégés à la seule condition qu'ils respectent les 12 règles du pacte. J'en ai sectionné 4 pour vous. Le versement d'un impôt annuel pour chaque personne de sexe masculin, un impôt annuel équivalent pour certaines personnes aisées à 17 grammes d'or pur. En outre, les djihadistes interdisent strictement la construction d'églises et de monastères, ainsi que leur restauration dans les villes et dans ses environs. Et puis, ils exigent également que les chrétiens ne se montrent pas avec une croix dans les marchés ou tout endroit où il y aurait des musulmans et qu'ils s'abstiennent également de célébrer leur rituel hors de l'église. Une de ces églises, qui, on va le voir d'ailleurs, vient de troquer son clocher contre l'étendard du mouvement islamiste, voilà le drapeau noir en guise de croix sur une des églises de la ville de Raqqa au nord-est de la Syrie. Voilà, une photo extrêmement symbolique. Alors ces hommes, Cyril, se revendiquent d'Al-Qaïda, mais même au sein de cette nébuleuse, ils ne font pas l'unanimité. Il faut d'autant moins l'unanimité qu'en novembre dernier, le chef même d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, s'est même désolidarisé du groupe qu'on appelle en français EIL, l'État islamique en Irak et au Levant, affirmant dans une vidéo que la seule branche en Syrie qui représentait Al-Qaïda, c'est le Jabhat al-Nusra, le front al-Nusra, le front du soutien. Et les deux organisations, donc al-Nusra et Daesh, se livrent à une âpre bataille en Syrie pour prendre le contrôle de la rébellion qui est malmenée, vous le savez. Voilà donc de quoi servir les intérêts d'un Bachar al-Assad dans sa stratégie face aux Occidentaux. Parce qu'avec une telle alternative à son pouvoir, c'est pas de mal à veille que les grandes puissances vont envoyer des troupes pour renverser le président syrien. Sa réélection, en revanche, la réélection de Bachar al-Assad, elle, n'a jamais semblé aussi probable. Voilà pour cette autre facette du conflit syrien. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Cyril, à suivre dans le Morning, la municipalité de Tel Aviv a décidé de se tenir, elle, loin de la politique, mais de rapprocher arabes, juifs et chrétiens qui cohabitent dans la métropole. Ça se passe à l'aide de chorales de quartier. C'est assez touchant et très efficace, les images, après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning et on s'intéresse à présent au bad buzz, à l'image du jour, au tweet qui fait beaucoup de bruit, c'est la revue du web.
Saada, bonjour. Bonjour Barbara. Et on commence cette revue par le discours de Benjamin Netanyahou hier devant l'AIPAC à Washington, qui se vivait sous un autre angle, vu d'Internet. Oui, alors pas beaucoup de tweets, il faut être honnête, suite à ce discours devant le congrès annuel du lobby américain pro-israélien AIPAC, mais des choses intéressantes à voir sur Internet. On pouvait par exemple trouver cette photo tweetée par le compte officiel du Premier ministre, où on voit Benjamin Netanyahou apporter les dernières modifications avant de prononcer ce discours. Alors, sans surprise, les thèmes abordés ont été les relations israélo-américaines, le processus de paix et surtout l'Iran. Et c'est ce qu'avait bien senti le tweetos Yair Rosenberg, qui avait proposé avant ce discours un bingo réunissant les thèmes de prédilection de Bibi. On y trouvait les mots-clés comme innovation, relations particulières, alliés stratégiques, État juif ou encore Hamas, Syrie et Iran. Et l'Iran qui était au centre de la communication de l'ambassade israélienne aux États-Unis, qui pendant le discours tweetait ces infographies qui expliquaient les exactions de l'Iran et qui détaillaient le programme nucléaire selon l'ambassade israélienne. Alors je vous en avais déjà parlé ici, l'ambassade d'Israël aux États-Unis est très très connectée et utilise énormément Internet. Alors on se souvient du faux CV de Javad Zarif qu'ils avaient diffusé lors de la dernière Assemblée Générale de l'ONU, et où ils avaient tenté de lancer des hashtags. Eh bien alors ils sont depuis allés un petit peu plus loin avec désormais un site internet entièrement dédié à démonter la rhétorique iranienne à base d'infographies, de liens vidéo, un site qui dit son objectif dans son nom, The Real Iran, en résumé le vrai visage de l'Iran.com. Ceux qui auront été finalement les plus actifs pendant ce discours sur Twitter auront été les pro-palestiniens dénonçant le lien entre Israël et son allié américain. Voilà pour ce discours. On part maintenant en direction l'Ukraine, où beaucoup de choses se jouent évidemment sur Internet. C'est le cas depuis plusieurs mois, notamment une guerre de communication entre Euromaidan et les pro-russes. Oui, alors on en a aussi beaucoup parlé, c'est le nerf de la guerre, la partie d'échecs que se livrent les Euromaidan et le pouvoir russe sur Internet. Alors ce matin, 2 exemples intéressants. Tout d'abord, regardez ce tweet du compte officiel des Euromaidan. Il répond aux rumeurs qui font état de relents antisémites et néo-nazis dans le camp des révolutionnaires pro-européens. Alors je cite, le leader des Juifs en Ukraine déclare que l'ennemi de la communauté juive sont les provocations russes, mais pas les Ukrainiens. Et ce tweet renvoie en fait un lien avec un communiqué qui indique que le rabbin Yaakov Dov Blek qui a indiqué que la communauté juive ukrainienne est en sécurité. Et il nous dit, et en fait c'est à la fin de ce communiqué, on lit que des croix gammées ont été retrouvées justement en Crimée le 28 février dernier, alors que les pro-russes ont pris possession du territoire. Donc voilà, c'est un petit peu une guerre des nerfs. Autre exemple de cette guerre de communication, ce tweet, regardez, qui reprend l'article du site internet de la radio Voice of Russia. Alors vous pouvez lire que 675 000 réfugiés avaient fui l'Ukraine pour la Russie, information erronée qualifiée de fausse et de propagande par les Euromaidan. Voilà, guerre de communication sur Internet qu'on suit avec vous tous les matins, et le bras de fer se poursuit. La Russie déclare ne pas avoir envahi la Crimée. Ça fait grincer des dents sur Internet. Alors malgré les déclarations russes, les internautes ne sont pas dupes. Et comme nous dit la tweetos, on l'a vu, Sandra Berlioz, Poutine nie la présence des soldats russes en Crimée, mais avant de nier, il fallait peut-être changer les plaques minéralogiques. Et dans la même veine, Boris nous montre cette photo de tanks russes en Crimée. Il nous dit ironiquement que non, les Russes ne vont pas envers l'Ukraine, ils font juste du tourisme. Et voici d'ailleurs leur modèle de camping-car. Ce qui les agace, ce qui agace les internautes, c'est l'inaction de l'Occident et de l'Europe dans cette crise. Alors évidemment, on a des tweets comme celui-ci du ministre des Affaires étrangères français qui martèle sur son compte Twitter que s'installer dans un pays contrairement au droit international, c'est voler la loi internationale. Mais violer, non pas voler. Voler et violer la loi, oui absolument. Beaucoup d'internautes sont quand même très acides. Et regardez ce tweet, il est intéressant parce qu'il vient de la révolution syrienne, et cette caricature où l'on voit Obama à court de peinture pour tracer sa ligne rouge et Poutine qui lui dit il a déjà vidé son pot en Russie, sous-titré crédibilité zéro. Internet se moque encore et toujours et détourne cette photo du bureau ovale de Barack Obama qui semblait pas, on ne la voit pas, mais où on se souvient de cette photo où il était très préoccupé par la situation, et on y lit en fait cela devient sérieux, Obama n'est plus ami avec Vladimir Poutine sur Facebook. C'est la photo où il est debout au téléphone
téléphone. Absolument, voilà. C'est celle-ci. Après un long entretien avec Vladimir Poutine. Alors pour mieux comprendre la situation et l'histoire de la Crimée, Rudy, vous nous avez sélectionné ce matin une carte animée. Oui, alors on la trouve sur slate.fr comme vous pouvez le voir. Alors c'est pas la plus jolie ni la plus claire carte du monde, mais elle permet de comprendre en fait, en additionnant très rapidement plusieurs cartes à travers les siècles, la transformation de la géographie de l'Ukraine et notamment, si on regarde de plus près, la Crimée. Alors on y apprend que, voilà, on voit les cartes défiler, on apprend que le territoire ukrainien ne fait que se modifier. Ça a été passé dans les mains de la Pologne, l'Empire autrichien, l'Empire austro-hongrois, évidemment les Russes. Et cette nation finalement n'a connu que de l'indépendance entre 1917 et 1920 avant d'être attachée de se détacher de l'Union soviétique en 91. Donc c'est une carte intéressante. Je vous invite à la regarder de plus près sur slate.fr. Elle permet de comprendre toute la géographie de l'Ukraine et ce qui est en train de se jouer là-bas. Voilà pour le chapitre ukrainien. On parle tout autre chose à présent. Un gadget qui fait grand bruit parce qu'il est inspiré du réseau social Instagram. Oui, alors je vous avais parlé, vous vous souvenez, du vrai like, etc., des produits dérivés de Facebook. Eh bien, événement cette semaine, c'est l'arrivée enfin d'Instacube, un cadre photo directement inspiré d'Instagram. Alors pourquoi c'est un événement ? Parce que le projet déjà a été financé non pas par Instagram, mais par des internautes eux-mêmes sur un site de crowdfunding qui s'appelle Quickstarter, qui est très connu. Et la rumeur courait depuis longtemps. Alors c'est un des premiers objets aussi à grand succès directement inspiré par un réseau virtuel. Finalement, on est dans un cas où le virtuel va se matérialiser finalement en réel. Alors concrètement, l'Instacube, c'est un cadre photo ultra connecté à votre compte Instagram, mais pas seulement, à votre compte Flickr, Facebook et d'autres. Il marche sous Android, il coûte en précommande $99, il coûtera $150 en magasin et on peut donc le précommander. C'est un énorme succès. Et dans la même veine, on attend, regardez, le Socialmatic de Polaroid qui lui a été développé avec Instagram et qui permettra d'imprimer vos photos et de les envoyer en même temps sur Instagram. Et en fait, c'est un retour aux sources parce qu'Instagram est inspiré de Polaroid et finalement, il va peut-être redonner une seconde jeunesse à Polaroid qui ne produit plus depuis 2008 avec cet appareil très très attendu. Il est mis sur le marché déjà ? Non, pas encore. C'est courant 2014, on l'attend, mais en tout cas, il y a énormément de buzz sur Internet et la fabrication est en cours. Évidemment, c'est génial. On termine, Rudy, avec un peu d'histoire. Oui, alors Internet n'a rien inventé. Si on croyait que les premiers chats rigolos et mignons étaient apparus en 2005 avec l'explosion d'Internet, eh bien c'est faux. En voici la preuve en images. En 1915, le photographe américain Harry Whittier a publié un livre qui s'appelle The Little Folks of Animal Land, regardez, compilant des clichés de chatons et de chiots mignons dans leur vie de tous les jours. Alors ce sont les historiques finalement du lolcat. Elles font désormais partie du net et donc elles sont revenues sur le net et elles font le tour d'Internet depuis hier. À noter, Barbara, que vous dites à chaque fois vous moquez de mon engouement pour les chats, mais depuis 2 mois et exactement 5 jours, donc depuis le 1er janvier, voilà, on vous avait quand même ça sur votre bureau et il ne vous quitte pas, le petit Grumpy Cat. Je regarde tous les matins, je le regarde, le Grumpy Cat. Voilà. Donc on n'a pas fini de parler de chat avec vous en fait. Non, c'est non, ce que alors, vous m'apprenez ce donc matin. on est remonté en 1915 pour parler de chat. Voilà, donc on n'a rien inventé. Voilà. Merci. Après ma petite encartade sur l'arrêt, je reviens au chat. Fidèle au chat, merci beaucoup Rudy. Et nous sommes le mercredi 5 mars, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres de l'actualité. Le Premier ministre israélien poursuit sa visite américaine. Il est arrivé tôt ce matin en Californie où il doit rencontrer de nombreux patrons de start-up pour les convaincre de collaborer avec Israël. Hier soir, il a quitté Washington après un discours remarqué devant le lobby pro-israélien AIPAC où il s'est dit prêt à une paix historique avec les Palestiniens. En Ukraine, la tension reste vive ce matin, mais dans les coulisses, la diplomatie n'a pas dit son dernier mot. Barack Obama annonce qu'il ne participera pas au sommet du G8 prévu à Sochi en juin si Moscou ne fait pas machine arrière. Mais tout en augmentant la pression, les États-Unis veulent offrir à Vladimir Poutine une sortie de crise. Il s'agirait pour la Russie de maintenir 11 000 soldats en Crimée. Ils seraient encadrés par des observateurs internationaux. L'emblématique président du Venezuela, Hugo Chavez, est décédé il y a 1 an, jour pour jour. De nombreuses cérémonies sont prévues pour l'occasion dans le pays aujourd'hui, alors que la situation reste extrêmement tendue. Les contestations sociales, vous le savez, se poursuivent et remettent en cause l'autorité de l'actuel président Nicolás Maduro. Enfin, notez que le dîner annuel du CRIF a eu lieu hier soir à Paris. Les institutions juives de France ont exprimé leur inquiétude face à l'antisémitisme. François Hollande, qui était présent, a reconnu que la communauté juive de France a de nombreuses raisons d'être inquiète. Les représentants du CRIF ont demandé au chef de l'État de faire de la lutte contre l'antisémitisme une cause nationale.
Bonjour Virginie. Bonjour Barbara. Alors on parle ce matin d'une fondation, elle est israélienne et elle est née de l'initiative de la municipalité de Tel Aviv, ça s'appelle La Paix des Cœurs. Exactement, cette fondation de Tel Aviv-Yafo est présidée par le maire de Tel Aviv, Ron Hulda, et elle vise à encourager une plus grande coopération entre les populations juives, arabes et chrétiennes dans la ville, et ce, à travers la musique. Barbara, alors cette fondation Olé Cœur, c'est un joli jeu de mots qui peut faire penser au cœur de l'amour ou au cœur d'une chorale, a été créée en 1993. Elle propose des programmes d'aide sociale aux populations les plus défavorisées de la ville et vise à faire en sorte que les communautés et différentes cultures se rencontrent et apprennent à se connaître, voire même créer des liens amicaux dans une bonne ambiance, loin des problèmes politiques. Tout ce qui compte ici est de partager ensemble un beau moment. Je vous propose tout de suite de regarder ce que ça donne. Ils chantent en quelle langue, Virginie? Parce alors là, qu'à la maison, ils parlent hébreu, arabe. On chante en arabe et en hébreu, et justement, à chaque fois, j'en parle tous les matins, effectivement. C'est vrai que la musique réunit un peu tout le monde, on peut chanter dans toutes les langues, on peut partager un beau moment tous ensemble, puis on est loin de tous les aspects politiques. Alors dans cette association, il existe plusieurs groupes qui sont organisés. Alors on a la Voix de la Paix, qui est une chorale destinée, elle, aux jeunes de 12 à 18 ans. Ce sont eux le futur et l'espoir de cette paix. Ils se retrouvent tous une fois par semaine. Ils partent même en voyage ensemble et peuvent même participer à différentes activités. Alors, autre chorale de ce groupe, c'est Shirana, qui est destinée aux femmes. Ici, il s'agit d'aider les femmes qui, pour la plupart, vivent sous le seuil de pauvreté. On les encourage à trouver du travail, on les responsabilise et on leur propose même une thérapie individuelle et approfondie. Une très belle initiative pour la paix des cœurs. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire, Barbara. Tout ça est encadré, financé par la municipalité de Tel Aviv. Exactement, par le maire de Tel Aviv qui a créé cette fondation lui-même. Ils se réunissent une fois par semaine et Une fois par semaine, ils chantent, ils organisent des voyages ensemble, des week-ends, ils font des visites aussi ensemble. C'est aussi l'occasion pour les jeunes de se réunir et puis d'apprendre à se connaître et puis de partager différentes choses au quotidien pour pouvoir rassembler justement toutes ces cultures différentes qui malheureusement parfois se retrouvent à rester entre elles, quoi. Chaque communauté reste... C'est pas le seul exemple, Rudy, comme ça, de groupe ou de chorale qui réunit toutes les religions. Il y a un groupe qui marche bien, qui est un groupe de Yafo qui s'appelle Système Ali, où ils sont à peu près une quinzaine, il y a 10 nationalités différentes, des Russes, des arabophones, des Israéliens, et voilà, donc c'est assez intéressant. Alors leur musique est de fait très intéressante puisque faite de énormément d'influences, quoi. Système Ali. D'ailleurs, voilà. Rudy s'y rend toutes les semaines, je tenais à le préciser. Ça vous intéresse. C'est moi qui joue de la lutte, mais on ne m'a pas reconnu. Bon, les enfants, on va continuer avec une vidéo originale, Virginie, une visite de Tel Aviv et d'autres villes israéliennes de façon assez surprenante. Exactement, on est un peu dans le freestyle. Il s'agit de 2 jeunes touristes qui ont passé 2 semaines en Israël. Ils en ont profité pour faire un film dans lequel on les voit faire des acrobaties et parcourir le pays. Alors c'est un parcours assez atypique. En voyant la vidéo, vous comprendrez pourquoi. C'est une nouvelle façon de visiter le pays et ça plaît. Cette vidéo dure à peu près 7 minutes. Je vous en ai sélectionné un extrait. GoPro à la tête, acrobatie au programme. La vidéo a fait très rapidement le tour du net. Voici un autre visage d'Israël. Et ça fait le tour du net, Rudy, vous confirmez? Oui, sur des sites pas forcément israéliens, sur des sites français, c'est un peu repris... Israël vu d'en haut, quoi, pour ceux qui n'ont pas le vertige. C'est un peu les Yamakasi en sandales. Complètement, c'est ça qui est assez étonnant, mais ça plaît beaucoup, et puis effectivement, ça permet de pouvoir visiter le pays sous un autre angle, donc c'est sympa.
On termine en musique avec votre coup de cœur de la semaine. Il s'agit d'un artiste israélien. Et oui, effectivement. Alors, je l'ai rencontré. Il est vraiment sympa. Il s'agit de Mookie. Il a plusieurs pseudonymes, mais son vrai nom, c'est Daniel Rive. Alors, c'est un ancien membre du groupe Shabak. Il a pris son envol et entame une carrière solo en l'an 2000. Depuis, il ne cesse de progresser et de séduire son public. Alors, une musique jazz, instrument à l'honneur, c'est tout en douceur que l'artiste chante des chansons qui parlent de son quotidien. Le tout en hébreu. Je vous propose de le découvrir aujourd'hui. Dans une seconde, mais on se dit au revoir juste avant. Merci beaucoup en tout cas Virginie, merci Rudy. Je vous dis à demain les amis, merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée, portez-vous bien et on se quitte avec Mookie, Daniel Rive. ילד של אבא, על מה אתה חולם? מה בוער לך בלב? וכמה טוב שבאת, ביחד זה שלם. בעיניים שרואות הכל אין שום דבר כואב. שנים זולגות כמו מים, ישר לשום מקום. לרוץ רחוק, להיות קרוב. יום הופך ללילה, ולילה שוב ליום.